l'enregistrement. Bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième et dernier webinaire que nous partagerons avec vous. Donc bienvenue à tout le monde. Je propose peut-être de laisser la parole pour l'introduction aux équipes Stratexio pour accueillir l'ensemble des participants. Merci à tous et bienvenue pour ce webinaire que nous organisons à nouveau en collaboration avec les coachs d'HEC Way to Autonomy. Donc, je vais vous laisser apprécier la séquence et puis vous dire un petit mot au final. Merci à tous. Merci beaucoup. Alors, donc ce que je vous propose, c'est que nous partions pour cette aventure ensemble. Vous connaissez un peu le principe pour tous ceux qui sont déjà venus. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, eh bien, sachez qu'on cherche à rendre ces webinaires les plus collaboratifs possibles. Donc, vous serez mis à contribution pour partager avec nous ce que vous êtes en capacité d'apporter aussi comme réflexion collective, avec vos expériences et ce que vous vivez en ce moment. Donc, comme expliqué, donc voilà, nous sommes un cabinet, Way to Autonomy, nous sommes 3. Aujourd'hui, c'est Anne et moi qui sommes présents avec vous et qui avons la possibilité de partager les éléments clés sur la transformation de l'entreprise pour rebondir. Étant donné le contexte, c'est un sujet qui est particulièrement sensible et nous entrerons dans le sujet principalement sur des aspects de processus. Donc, nous accueillerons toutes vos questions, bien entendu, puisque c'est le principe. Et donc, on vous propose d'utiliser le chat de Zoom pour nous faire part peut-être de vos commentaires et de vos réflexions au fur et à mesure. Et on n'est pas le vendredi 1er juin. Et nous on sommes est bien pas le 29 mai. Nous sommes le 29 mai. Mais finalement, transition toute trouvée, puisque les annonces du gouvernement ont eu lieu hier sur le déconfinement progressif et les étapes de ce déconfinement. Et certains d'entre nous tous ici sont concernés de près ou de loin, de manière très forte sur ces enjeux. Alors, ce que vous trouverez dans ce webinaire, je propose là qu'on fasse un petit arrêt sur image sur les éléments qu'on va partager. Donc, l'objectif de cette question sur la transformation de l'entreprise pour le rebond va nous faire voyager, on va dire, dans 4 dimensions. La première dimension, c'est l'impact de l'incertitude ambiante sur le fonctionnement du collectif. C'est quelque chose dont on a un peu parlé et qu'on avait un peu introduit dans les webinaires précédents et sur lequel on va revenir avec un angle de vue complémentaire. On va également observer ensemble des pistes pour faire que ce contexte soit un levier de transformation. Et vous avez vu que l'image qu'on a utilisée en introduction parle d'elle-même. C'est comment est-ce qu'on va chercher à mobiliser notre énergie pour faire avancer les choses dans une direction afin de trouver des issues favorables aux entreprises et aux organisations en ce moment, et notamment pour rebondir sur ce qui s'est produit jusqu'à présent. Une troisième dimension sur laquelle on va passer un peu de temps également, c'est l'engagement des équipes. Et c'est la dimension collective, vous nous connaissez, hein, on est donc spécialistes nous, de l'accompagnement du collectif et c'est un point qui nous tient particulièrement à cœur et qui s'accentue en ce moment dans les problématiques rencontrées par les entreprises. Et enfin, peut-être une réflexion autour de la résistance au changement et comment est-ce qu'on vous propose de l'envisager aujourd'hui, étant donné les nouvelles circonstances. Alors, pour vérifier que tout le monde est à l'aise avec l'utilisation du Zoom, nous allons en profiter pour vous demander à chacun d'entre vous qui êtes là aujourd'hui où est-ce que vous en êtes sur ce qui a besoin de se transformer chez vous pour favoriser le rebond de votre entreprise. Et donc, de partager avec nous dans le chat du Zoom un point de vue sur comment vous vous percevez en ce moment et qui mérite d'être développé chez vous en tant que dirigeant, en tant que membre des équipes pour favoriser le rebond de votre entreprise. Agrandir l'envergure du papillon. Merci Arnaud. Et tu as une idée de comment tu pourrais faire ça? Ou de quoi tu aurais besoin pour pouvoir faire ça?
Donc, la plupart d'entre nous avons été quand même largement impactés par cette situation. Maintenant, il est temps de se remobiliser. Et pour certains d'entre nous, on a pu se rendre compte que notre manière d'appréhender les contextes, d'appréhender les équipes, d'appréhender notre propre relation à l'incertitude avait soulevé des questions. Et une partie d'entre nous est intéressée de chercher à se transformer par rapport à ça, pour aussi accélérer le rebond, puisque les choses sont liées. Comprenez bien que plus on alimente ses croyances limitantes et plus on se restreint. Et au contraire, plus on va chercher à transformer quelque chose chez nous, plus on va favoriser ça aussi chez les autres. C'était des messages qu'on avait passés lors des précédents webinaires. Donc, où est-ce que vous en êtes? Alors, je vois être encore plus dans le présent, saisir les opportunités. Oui, je pense que c'est vraiment, absolument, on va le voir, quelque chose qui est une posture de rebond et de résilience fondamentale. Ouais. Donc là, effectivement, Pierre Micheli, nouvelle approche à l'export, développer l'utilisation des outils numériques. On est sur les outils, en effet. Mais avant les outils, il y a des questions de posture. C'est-à-dire qu'on le sait bien, autour de la transformation numérique ou de la transformation dite digitale, la question n'est pas tellement les outils. La question, elle est la posture et elle est nos propres freins et nos propres réserves et nos propres résistances à l'utilisation de ces outils ou nos propres obstacles. Maintenir la motivation de retour sur une durée plus durable, oui. Maintenir la motivation, oui, c'est fondamental. Et c'est quelque chose qui, évidemment, est beaucoup plus difficile à faire. Et qu'on n'a pas tout l'informel qu'on a quand on se croise dans les couloirs de l'entreprise, qu'on a la machine à café, qu'on a la cantine, qu'on peut se échanger 3 mots ou 2 blagues dans un couloir. C'est sûr que pour maintenir la motivation, c'est plus compliqué. Donc, on va aussi esquisser des pistes parce qu'on est sur 1 heure. Faire évoluer le réseau, oui, c'est important. Faire évoluer le réseau et surtout cultiver son réseau, c'est-à-dire ne pas se replier sur soi-même, aller chercher les autres, aller chercher la connexion aux autres, c'est absolument fondamental pour le rebond. Être à l'écoute, oui, et on va le revoir. Pour ceux qui étaient là au premier webinaire, on vous a parlé du monde VUCA. On verra que dans les antidotes au VUCA, le fait d'être à l'écoute est quelque chose d'absolument fondamental. Gagner en sérénité, accepter de vivre dans l'incertitude, oui. Alors, c'est oui, bien sûr. Maintenant, je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement challengeant pour beaucoup d'entre nous. Et on va consacrer une grande partie de ce webinaire à justement qu'est-ce que génère l'incertitude et comment en fait on est appelé à transformer notre façon de nous organiser pour gérer le niveau d'incertitude croissant en fait, dans lequel on est en train d'évoluer. Alors, ce qu'on peut observer, puisqu'on va maintenant rentrer dans le contenu des apports qu'on propose aujourd'hui, la première remarque qu'on peut faire, c'est que dans la transformation, qu'on soit en rebond, qu'on soit en crise, qu'on soit en super croissance, cette transformation qu'il est nécessaire de gérer en ajustement permanent, elle nécessite d'abord et avant tout souvent une transformation personnelle. Et les réponses qui sont proposées, elles sont assez illustratives de ce dont on va parler aujourd'hui. C'est-à-dire que la plupart du temps, quand on parle rebond, quand on parle transformation, on fait tout de suite référence aux éléments extérieurs, aux outils, aux moyens, à l'action. Et c'est fondamental. Néanmoins, il y a un prérequis à ça, c'est que d'essayer de faire quelque chose de nouveau, de différent, dans ce rebond, parce que ça va s'avérer nécessaire, sans se poser la question de sa propre transformation vis-à-vis de ce qui se passe, c'est prendre un risque pour soi et pour les autres. Donc l'encouragement, et c'est ce qu'on va creuser ici, c'est d'essayer de comprendre le lien direct entre la transformation de soi et la transformation de l'entreprise à laquelle on prétend. Alors, il y a une question là. Attends Mathilde, juste pour finir, il y avait une question. Donc l'incertitude, est-ce que c'est ce qu'on appelait avant l'inconnu? Oui, l'incertitude, l'inconnu, appelez ça comme vous voulez. En tout cas, ça nous met dans un endroit où on doit prendre des décisions. On doit quand même avancer parce que la pire des choses à faire face à l'incertitude, c'est de se laisser paralyser. Donc on doit avancer, on doit prendre des décisions. Et on n'a aucune façon de savoir
en amont la façon dont les choses vont se dérouler et si on est en train de prendre la bonne décision. Donc, c'est quelque chose qui chez beaucoup d'entre nous, peut générer énormément d'anxiété et de malaise. C'est un malaise qui se situe dans le corps beaucoup, hein, dans le ventre. Hein, c'est de l'angoisse. Et on n'est pas tous égaux face à ça. Et donc, et quand on est trop dans l'angoisse, évidemment, on se laisse paralyser. Et donc, ce qu'on va voir aussi, c'est comment, justement, collectivement, on peut retrouver la capacité à dépasser cette incertitude pour rebondir. Maintenant, l'incertitude, elle est dans l'environnement et elle ne va pas changer. Donc, comment on fait? Après, il y a du comment technique, mais il y a du comment déjà avec soi-même. Comment on fait avec soi-même? Comment on fait avec les autres pour se redonner la capacité d'action qui va nous permettre effectivement d'avancer, de faire un petit pas, qui va nous envoyer un message de retour de l'environnement, un message de feedback de l'environnement, qui va nous permettre aussi de sortir un tout petit peu de l'incertitude. Alors, je te laisse poursuivre, Anne, si tu veux, sur la partie suivante. Alors, j'ai trouvé intéressant de partir de quelque chose qui est assez ancien et un peu poussiéreux. Hein, c'est la théorie de la firme. Vous pouvez la regarder pour ceux que ça intéresse, qui a été élaborée par Ronald Coase dans les années 20, enfin à la fin des années 20, début des années 30. Donc ça date. Hein. Mais je trouve qu'elle est intéressante dans la mesure où elle répond à une question intéressante qui est pourquoi on s'organise en entreprise, donc en firme. Pourquoi on choisit cette organisation qui est lourde, difficile à transformer, plutôt que de laisser juste la médiation du marché faire en sorte qu'on puisse produire ce qu'on a à produire. Et donc, une des raisons principales, et moi ça m'a beaucoup parlé, parce que c'est vrai pour les entreprises, mais je pense que c'est vrai pour tout regroupement humain qui a ses contraintes, la raison pour laquelle on est ensemble, et on va gérer les contraintes du fait d'être ensemble, et la rigidité que génère le contrat social qui va avec le être ensemble, eh bien c'est avant tout pour réduire les coûts transactionnels, donc les coûts de négociation permanente liés au contexte d'incertitude. Donc, et le contexte d'incertitude, de toute façon, il y a toujours de l'incertitude. Donc, il y a de l'incertitude au sein des relations. Si on n'a pas un contrat cadre qui nous dit qu'en fait, on s'est décidé que sur le long terme ou sur le moyen terme, notre relation, en fait, elle est régie par un certain nombre de règles sur lesquelles on s'est mis d'accord. Donc là, on est dans de l'incertitude et dans quelque chose qui est sans arrêt remis en question. Et évidemment, dans notre relation avec nos clients aussi, si on parle d'une entreprise qui fait du business, dans nos relations avec nos clients, c'est pareil. Et donc, si on est en permanence en train de retransactionner, donc de renégocier en permanence ces relations, ça devient, le coût de ces transactions est trop élevé. Et donc, comme cette incertitude, on ne peut pas la réduire, la seule chose qu'on puisse réduire, c'est le coût des transactions, et c'est la raison pour laquelle, en fait, on s'organise en entreprise. Donc ça, c'est la théorie de la firme. Elle peut être challengée, mais je la trouve intéressante, en tout cas dans les questions qu'elle pose. Pas forcément, je ne suis pas complètement d'accord avec la réponse qui est très matérialiste et très transactionnelle, justement, versus relationnelle, mais je trouve que c'est une entrée intéressante. Et c'est une entrée intéressante par rapport au fait que aujourd'hui, avec ce niveau d'incertitude qui croît de façon… alors, c'est pas nouveau, c'est pas la crise du Covid qui a généré ça, c'était déjà le cas avant. La crise du Covid a évidemment amplifié encore le phénomène de façon conséquente et de façon durable, je pense. Et donc, si on suit la théorie de la firme, ce que ça nous dit, c'est que cette augmentation d'incertitude à laquelle on ne peut rien, on n'y peut rien, c'est quelque chose dans quoi on est amené à avancer, va appeler un nouveau pacte relationnel et organisationnel. Va appeler en tout cas une réflexion sur comment on s'organise au sein de nos entreprises, comment on s'organise au sein de nos relations, quels sont et qu'on réinterroge en fait le contrat relationnel dans lequel on est. Mathilde, alors attends, il y a des gens qui arrivent donc je les admets, voilà. Et donc, si on regarde, pour ceux qui étaient présents au premier webinaire, on vous avait parlé du monde VUCA, qui est volatile, incertain,
complexe et ambigu. Hein, donc, c'est vraiment des termes qui ont été inventés par l'armée américaine pour décrire en fait les champs de bataille et leur playbook, donc leur façon d'agir sur les plans de bataille, dans les champs de bataille. En fait, ce qu'on n'avait pas présenté, c'est ce qu'on appelle les antidotes au VUCA. Et les antidotes au VUCA, c'est la vision qui va permettre de réduire la volatilité, le fait de donner du sens, de la compréhension, de l'écoute, qui va permettre de réduire la fameuse incertitude dont on est en train de parler, de donner de la clarté, ce qui ne veut pas dire de tout savoir, mais de donner de la clarté sur, voilà, on ne sait pas ça, voilà ce qu'on sait, voilà jusqu'où on sait, voilà ce qu'on ne sait pas, et voilà ce qu'on va essayer sans garantie que ça va aboutir quelque part. Mais être clair dans le discours de ce qu'on sait, de ce qu'on ne sait pas, et de quelles sont les prochaines étapes qu'on peut prévoir. Et l'ambiguïté qui est réduite par l'agilité, c'est-à-dire, en gros, c'est construire une vision claire et inspirante et rester flexible sur la manière de l'atteindre. Et nous, ça nous paraissait être des principes intéressants pour s'interroger, en fait, sur la fondation de ce nouveau pacte, pour poser cette question, en fait, au sein des équipes, comment on construit de la vision ensemble, comment on fait sens de ce qui est en train de nous arriver ensemble, quel est notre besoin de clarté, jusqu'où on a besoin de clarté, elle doit venir d'où cette clarté, et est-ce qu'on peut construire cette clarté ensemble, et comment on lâche prise pour permettre plus d'agilité. Mathilde? Yes. Merci. Alors, effectivement, du sujet du webinaire qui est la transformation de l'entreprise. Et la transformation de l'entreprise, c'est un peu une tarte à la crème. Alors, c'est la tarte à la crème qui est un peu notre métier à nous. Mais cette tarte à la crème, en fait, ça peut être pas mal de la décomposer, surtout que, en fait, ça va être maintenant, c'est pas seulement notre métier à nous, mais ça va être le métier d'un petit peu tout le monde face à cette crise et face à cette nécessité, en fait, de refondation. Et moi, il y a un modèle que j'aime bien, qui vient du Art of Hosting, que j'ai un petit peu adapté au sujet aujourd'hui, qui s'appelle la Fourfold Practice, donc la pratique en quatre étapes, et qui commence par dire, en fait, pour transformer, d'abord transformer, c'est pas une mission solitaire, c'est pas un truc de héros où vous allez, vous en tant que leader, allez, je vais transformer avant tout les autres. Non, en fait, ça va commencer déjà par regarder ce qui a besoin d'être transformé en vous, et vous accompagner vous-même, vous accueillir vous-même avec vos propres résistances, avec vos propres questionnements, etc. Et vous accompagner dans votre propre transformation. Et en faisant ça, vous allez vous mettre en posture d'être quelqu'un qui apprend. Et en faisant ça, vous allez montrer le chemin aux autres. La deuxième étape, ça va être de se faire accompagner. Parce que pour pouvoir accompagner les autres, il faut avoir expérimenté le fait d'être accompagné. Et il faut l'expérimenter encore et encore. Ce n'est pas un modèle, vous l'avez vu, ce n'est pas un escalier. C'est pas, il y a une étape, puis l'autre, puis la troisième, puis la quatrième, et puis après on a fini. Non, c'est quelque chose qui est un cycle. Donc en fait, on a besoin de faire tout et tout le temps. Donc se faire accompagner pour pouvoir effectivement accompagner les autres. Mais si on veut que ce soit soutenable, il va falloir qu'on devienne un collectif apprenant. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir qu'on travaille à co-créer une communauté d'accompagnants, une communauté d'apprenants. Et que donc l'ensemble de l'organisation devienne, soit en capacité en fait, d'accompagner ce qui a besoin d'être transformé. De façon à rendre les choses soutenables. Parce que si c'est que vous, ou que vous avec nous, ça va pas, on va pouvoir faire certaines choses, mais on ne va pas pouvoir faire décoller l'avion. Alors, de façon plus technique sur la question de la transformation et de l'accompagnement du changement, ou la conduite du changement. Alors, je déteste ce mot parce qu'on ne peut pas conduire le changement, on peut au mieux l'accompagner. Il y a un truc que moi j'ai vraiment envie de dire, c'est que je vais vous inviter à arrêter de parler de résistance au changement. Parce que d'abord, la résistance au changement, c'est quelque chose qui, généralement, vous l'aurez remarqué, est toujours chez les autres. C'est les autres. Alors, c'est les boss, c'est
en dessous de moi, c'est à côté, c'est la division d'à côté, c'est l'équipe d'à côté. Nous, on est les bons, on est les forces for change. Mais par contre, il y a ceux qui résistent et donc c'est la guerre. Il faut leur faire la guerre parce qu'il faut faire augmenter les forces du changement versus les forces qui vont contre le changement. Et donc, ça crée du clivage et on n'a vraiment pas du tout besoin de ça en ce moment. Et par ailleurs, Kurt Lewin, qui a théorisé en fait la résistance au changement, il a fait ça en 1940. Donc, je pense que depuis, il y a un peu d'eau qui a coulé sous les ponts et on a un petit peu appris des choses sur la façon dont les humains fonctionnent individuellement et collectivement. Parce que, en fait, la résistance, en fait, elle est générée par une seule chose, c'est la peur. Voilà. Les gens résistent parce qu'ils ont peur et puis parce qu'ils ne voient pas la raison pour laquelle ils devraient changer. C'est-à-dire que le coût du changement pour eux est plus important que le bénéfice qu'ils voient pour eux. Et donc, la question n'est pas qu'ils soient mauvais ou bons, on est tous résistants au changement parce que c'est une question de le changement est extrêmement énergivore. On a besoin, pour se transformer, de savoir pourquoi et on a surtout besoin de sortir de la peur. Donc, notre proposition, Mathilde. Oui. Voilà. Notre proposition, en fait, c'est d'utiliser une autre image, en fait, pour parler de la transformation. Ouais. Et la transformation, pour moi, c'est plutôt accompagner le mouvement du connu vers l'inconnu. Donc, ce qui génère de la peur, c'est l'inconnu, hein, c'est l'incertitude. On tourne autour de ça depuis le début de ce webinaire. Et donc, ça passe par créer les conditions de la confiance. Et on le voit hein, dans cette image, il y a un passage. Ce qui se passe, c'est que dans la transformation, c'est qu'il y a des signaux qui nous viennent de l'inconnu. Ces signaux, c'est en général des choses qui ne se passent pas bien, des choses qui fonctionnaient avant, qui cessent de fonctionner. C'est des clients qui s'en vont, c'est des signaux faibles qui deviennent parfois des signaux forts. Donc quand on est au milieu d'une crise comme celle qu'on traverse actuellement, les signaux sont plus faibles, ils sont extrêmement forts. Et donc la nécessité de transformation l'appelle en fait vers l'inconnu et devient absolument impératif. Néanmoins, chacun y va à son rythme. Vous voyez bien que là, dans ma petite montagne, là, il y a des gens qui prennent diverses routes, qui vont prendre la face nord, d'autres qui vont tirer des bords pour monter sur cette montagne, d'autres qui vont y aller comme ça. Et en fait, notre rôle, c'est de permettre à chacun de trouver sa propre voie et de laisser personne au bord de la route, d'intégrer tout le monde, en fait, de créer les conditions de la confiance pour rendre le mouvement possible pour tout le monde. Parce que c'est à partir de là qu'on va pouvoir rebondir. Tant qu'il y a des gens qui sont scotchés en bas de la montagne et qui sont paralysés et ne peuvent pas y aller, vous ne pourrez pas rebondir. Et la dernière chose, j'ai vu beaucoup hein, dans l'inclusion, alors on avait des choses qui étaient dans les deux domaines. Mais on avait beaucoup de choses aussi sur les outils, le comment, le Blue Ocean, Red Ocean, etc., etc. Donc ça, on est vraiment dans des choses qui sont rassurantes pour nous et qui sont rassurantes face à l'incertitude, qui est le domaine de la production. Les entreprises sont très fortes pour être dans le domaine de la production, qui est le domaine du tangible, du mesurable, du contrôlable, du connu, de ce qu'on peut mesurer. Alors on se fixe des objectifs et puis on regarde le delta par rapport aux objectifs et puis on prend des mesures correctrices pour si on n'est pas en train d'atteindre l'objectif. Donc ça, c'est le domaine de la production et on en a besoin. Maintenant, pour délivrer vraiment de la performance et de l'impact et du flow, donc du rebond, de la capacité de rebond, il est indispensable de rééquilibrer la balance et de donner suffisamment d'attention au domaine des relations, au domaine des dynamiques relationnelles, au domaine de l'intangible. C'est-à-dire ce domaine dans lequel souvent on est mal à l'aise parce qu'on est sur de l'intangible, on est sur des choses qui sont souvent prises en charge par les femmes. On l'a vu hein, dans la crise du Covid. Donc c'est le domaine du care, du soin, de l'humain, des émotions, de la vie émotionnelle des groupes. On a vu comment ça fonctionne lors du dernier webinaire. Et on a vu aussi que dans le fait de se mettre en télétravail, moi, dans les équipes que j'ai accompagnées, dans les équipes qu'on a accompagnées, les équipes qui ont été en régression considérable dans leur façon de fonctionner, c'est les équipes qui ont mis l'accent uniquement sur la production. Étant donné qu'en fait, il n'y a plus tout l'informel qui arrive de façon spontanée, on n'a pas créé d'espace pour que cet informel, pour que le domaine des relations soit cultivé. Et donc, on a eu un assèchement et un appauvrissement de ce qu'on appelle l'imago d'équipe, donc une régression en fait des fonctionnements d'équipe.
Et donc, il est vraiment absolument fondamental, en particulier à distance, de nourrir et de donner suffisamment d'importance au domaine des relations. Voilà, ça c'est notre dernière invitation sur la partie descendante. Et je te passe le relais, Mathilde. Oui, merci Anne. Alors, il y a eu beaucoup de choses très intéressantes qui ont été dites et on voudrait vous poser une question. Parce qu'il y a un lien direct entre la transformation de l'entreprise, la confiance. Anne l'a dit, vous savez que la confiance est un prérequis à la résilience. Or, s'il y a bien un élément fondamental sur lequel il va falloir réfléchir ensemble pour faire rebondir les entreprises qui sont certaines dans des situations absolument dramatiques, ça va être de retrouver le chemin de la résilience. La résilience est un processus. Ce processus ne démarre que par l'identification des ressources et des capacités. Et pour certaines entreprises, ce sont les ressources et les capacités restantes, parce que certaines d'entre elles sont dans des situations vraiment difficiles. Il faut savoir que dans toutes les organisations, il y a une partie qui souffre parce qu'elle a reçu un coup, et puis il y a une autre partie qui est mieux protégée, qui est souvent peu visible en première intention, et dont il est de la responsabilité des leaders, des managers, de toutes les personnes qui sont en lead sur les collectifs de l'organisation. Il y a une responsabilité pour ces personnes d'aller réidentifier ces ressources. Elles sont peut-être maintenant différentes de ce qu'elles étaient avant la crise. Donc le rebond va passer par cette identification des ressources. Donc, pour retrouver un sens à ce qu'il faudra faire dans la transformation, il sera suffisamment tôt de parler des outils qu'on utilisera pour ça, de quelles stratégies on mettra en place et de quels moyens on emploiera. Il est nécessaire d'identifier les ressources restantes et activables. Et donc, si vous voulez bien, peut-être de partager avec nous dans le chat quelles sont les ressources que vous identifiez pour vous, pour votre équipe et pour votre entreprise dans cette histoire de rebond. Est-ce que vous avez revisité les capacités et les ressources que vous avez? Et je ne parle pas que des ressources matérielles, je parle aussi des ressources intangibles dont parle Anne, qui sont des éléments fondamentaux de la reconstruction. Donc si vous êtes OK, on regarde un peu les réponses dans le chat ensemble et on travaille sur vos cas à vous précisément. La créativité, ouais. Oui, la créativité en fait partie. Capacité de remise en question, absolument. Oui. Oui, méditation, nature, yoga pour l'ancrer, ça c'est très important. Ça fait partie de s'accueillir soi-même et de s'accompagner soi-même. Hein, on dit toujours qu'il faut mettre le masque à oxygène sur soi avant de le mettre sur les autres en cas de dépressurisation de l'avion. Et c'est vraiment, vraiment important. C'est-à-dire que si soi-même, on est plus en capacité de rebondir, on ne va pas pouvoir accompagner qui que ce soit à rebondir. Je te laisse continuer à me partager les éléments du chat, Anne, puisque je... Alors, mes ressources du confinement, oui, surmonter la peur et agir. C'est fondamental. Il y a un bouquin, moi, qui m'a beaucoup aidé par rapport à cette question de la peur, parce que la peur a tendance à nous paralyser et on a tendance à penser qu'il faut cesser d'avoir peur pour pouvoir agir. Or, si vous attendez de cesser d'avoir peur pour pouvoir agir, vous n'agirez jamais et votre peur ne fera que grandir. Il y a un moment donné, la seule façon que j'ai trouvé, moi, en tout cas, d'avancer malgré la peur, c'est feel the fear and do it anyway. Donc, ressentez la peur, reconnaissez la présence de la peur, mais faites-le quand même, avancez, agissez. La seule façon de réduire la peur, c'est d'agir. Oui, force de proposition, ça va dans le même sens. Rassurez, oui, rassurez. Vous rassurez vous-même, vous ancrez vous-même. Il y a le modèle des 3 confiances qu'on utilise souvent, nous, au cabinet. Hein, c'est confiance en soi, confiance en les autres, confiance en l'avenir. On pourrait ajouter confiance en l'univers pour ceux à qui ça parle. Ça commence par soi. Ça commence par comment je me centre moi pour pouvoir rassurer les autres, pour pouvoir redonner confiance aux autres. Parce que si je ne suis pas congruent, si je ne suis pas aligné, si je dis oui, j'ai confiance, mais que en fait, on sent bien que je suis complètement désancré,
personne ne va me croire. Alors, je lis, les autres restent en bas de la montagne, j'ai suivi mon instinct et ça devient positivement contagieux. Euh, Est-ce que la personne qui a écrit ça peut commenter? Parce que je ne comprends pas. Les autres restent en bas de la montagne, j'ai suivi mon instinct et ça devient positivement contagieux. En fait, si je comprends bien, c'est le fait de commencer à monter la montagne, ça va créer la contagion, c'est ça? Ok. En effet. De toute façon, il y a un moment, ça peut être vous, mais ça peut être. En fait, c'est là où le leadership est partagé. C'est-à-dire que ça n'est pas forcément le rôle du leader identifié que de commencer à grimper la montagne le premier. Peut-être qu'il va y avoir quelqu'un dans l'équipe qui va y aller en premier et qui va entraîner plein de monde. Et que vous pourrez suivre le mouvement. Et c'est très bien. Alors, sur ces capacités de ressources et sur ces forces pour le rebond, il faut savoir qu'il y a des études qui ont été faites et qui permettent d'identifier un certain nombre de forces spécifiques au processus de résilience et de transformation. Donc, le rebond, en fait, il y a un caractère aussi un peu injonctif dans cette situation aujourd'hui, c'est que le rebond est quasi obligatoire. Alors, il est obligatoire pour les entreprises qui vivent des moments dramatiques, c'est évident. Si elles veulent survivre, elles vont devoir largement décortiquer ce qui se passe pour elles pour rebondir. Mais il y a aussi des entreprises qui vont se saisir de cette situation pour revisiter leur stratégie, ouvrir de nouveaux marchés, contacter de nouveaux clients, changer les canaux d'accès, etc. Pour ce faire, il est clair qu'à un moment donné, et on le disait tout à l'heure à juste titre, ce n'est pas l'histoire d'un héros, la transformation. C'est quelque chose de collectif. Et si vous-même, vous vous mettez à cet endroit-là du héros solitaire qui avance, vous prenez un risque pour vous et pour les autres. Donc, la capacité d'identification des ressources du collectif va être fondamentale dans la différenciation presque, je dirais, commerciale de certaines entreprises à se repositionner. Or, c'est un exercice qui est souvent largement ignoré parce que l'urgence de la situation crée chez nous un stress particulier qui nous encourage à passer à l'action, quelle qu'elle soit, parfois de manière même complètement décoordonnée. Hein. Donc, sous prétexte qu'on nous encourage à agir, eh bien, on lance tout un tas de choses. Nous, ici, on vous appelle à autre chose, et après, vous en ferez ce que vous voudrez. On vous encourage à identifier les nouvelles ressources, parce que certaines personnes ont aussi développé des compétences pendant cette situation particulière, et qu'on vous encourage à revisiter les compétences qui vous entourent aujourd'hui. Un autre message sur ces ressources. Dans les aspects de résilience et de transformation des organismes, et donc des organisations, on a découvert que c'est la qualité des liens avec l'environnement qui peut indiquer à un individu qu'il fait toujours partie du monde des vivants et qui peut malgré tout retrouver un sens à la vie. Donc, la question qu'on peut vous poser ce matin, donc cet après-midi, c'est qu'est-ce qui, chez vous, est un indicateur de votre lien à l'environnement? Et je ne parle pas que du lien en réaction à ce qui se passe autour de vous parce que vos clients vous appellent, ils ont des inquiétudes, parce que vos fournisseurs viennent de vous lâcher ou parce que vos marchés viennent de s'écrouler. Je parle de votre capacité proactive à vous connecter, vous, à votre environnement, hein, donc de ne pas rester dans le réactif. Ça aussi, ça fait partie des ressources qui seront différenciantes pour le rebond. Les entreprises qui auront cette capacité-là à travailler en proactif sur les liens à l'environnement auront un temps d'avance. Donc, si on résume, et on aimerait vous donner la parole là-dessus, parce qu'il y a 2-3 questions qu'on se... Je viens de t'envoyer, c'est... Ah, pardon. Donc, les 4 idées clés qu'on partage pour synthétiser un peu ce qu'on vous a proposé avec Anne, c'est que déjà, chaque difficulté rencontrée doit être l'occasion d'un nouveau progrès. C'est Pierre de Coubertin qui dit ça. C'est parfois plus facile à dire qu'à faire, mais on espère avoir contribué à vous partager des pistes ici pour que vous regardiez où est-ce que vous en êtes et que vous fassiez votre propre benchmark et autodiagnostic sur la manière dont vous y êtes pris jusqu'à présent. Donc, les 4 idées clés, c'est qu'on s'organise en entreprise pour réduire l'impact de l'incertitude. C'est la raison la première pour laquelle on crée une société, c'est qu'on construit un collectif qui va nous permettre de réduire l'impact de l'incertitude. Et on va créer un cadre relationnel, organisationnel, juridique, ce que vous voulez, qui va structurer
et permettre de prendre le contrôle ou un minimum de contrôle sur l'incertitude qui nous entoure. La deuxième chose, c'est quand le niveau d'incertitude augmente, il est nécessaire d'adapter ce cadre, c'est ce qui se passe aujourd'hui, et de transformer son organisation. Et on a vu que la performance et l'impact tout à l'heure étaient obtenus non pas uniquement dans la production, mais bien dans la production et la relation. Alors pour certains, la relation, c'est un territoire inconnu, pour d'autres, c'est quelque chose d'extrêmement travaillé. À vous de voir où est-ce que vous vous situez par rapport à ça et de tenir compte du fait que, effectivement, si c'est sous-exploité, ben le résultat sera probablement au-delà des ambitions que vous pourriez réinventer aujourd'hui. La troisième idée clé, c'est que accompagner la transformation de son organisation, ça commence par soi-même. Et ça ne décollera que si vous arrivez à engager une dynamique collective. Or, Anne l'a souligné tout à l'heure très justement, avant de s'accompagner soi et d'accompagner les autres, il y a une étape fondamentale, c'est de se faire accompagner. Si vous n'avez jamais été accompagné d'une manière ou d'une autre, en tout cas tel que nous on le définirait, eh bien, peut-être qu'il y a un réapprentissage de l'accompagnement à avoir aujourd'hui ou dans les mois qui viennent ou dans les années qui viennent, parce que se prétendre accompagnant des autres peut générer parfois des choses délicates à gérer par ailleurs. Donc, où vous situez-vous par rapport à ça et comment, dans le rebond, c'est quelque chose que vous mettez en perspective de vos propres actions. Si je peux me permettre une incise, Mathilde, Ouais, ici, on s'applique ça à nous-mêmes. Hein. Oui, dans oui. ce qu'on doit à nos clients, on se fait superviser, donc on se fait accompagner dans nos accompagnements et ça fait partie de notre éthique et ça fait partie du contrat qu'on a avec nos clients. C'est Absolument. quelque chose de fondamental. Si nous-mêmes, on n'est pas accompagnés, si on ne s'applique pas ça à nous-mêmes, on perd complètement en puissance. Absolument. Donc, c'est clair que ça, c'est quelque chose qu'on s'applique. Et la dernière idée clé sur cette histoire de rebond, c'est que la résistance au changement, c'est une peur, des peurs qui s'expriment en vous, qui s'expriment chez les autres. Vous vous souvenez d'une phrase qu'on vous avait évoquée la dernière fois sur la gestion des équipes et les relations entre dirigeants, équipes dans cette période de crise. C'est que ce qu'on limite chez nous, on le limite chez les autres. Et nos propres limites sont la limite du collectif. Donc, la voie de la transformation, ça passe par une confiance renouvelée. Et cette confiance renouvelée, elle mérite de retourner au niveau des ressources et des capacités de ce que chacun peut faire. Alors, et si je peux vas-y, juste vas-y. ajouter quelque chose là-dessus, qui parlera peut-être à certains d'entre vous. On entend beaucoup d'histoires autour de la peur. Hein. Le narratif de la peur est excessivement présent dans l'environnement actuellement. Enfin, il suffit d'allumer une radio, une télé, d'ouvrir un journal. C'est absolument... Et ces narratifs de peur, en fait, génèrent des histoires de crispation, de résistance, génère aussi la montée de certains populismes, de certaines, voilà, et génère en fait la société dans laquelle on va vivre demain. Donc il en va aussi de notre responsabilité collective de changer aussi le narratif qu'on est en train de mener et de créer en contrebalançant, pour contrebalancer en fait ces narratifs de la peur, de créer des narratifs de la confiance, de créer les conditions de la confiance. Donc ça n'est pas que, c'est aussi pour permettre à la société de rebondir et aussi de créer un environnement qui demain sera moins violent que celui dans lequel on est aujourd'hui. Et ça, c'est, si on raconte des histoires de confiance, on va générer les conditions de la confiance. Si on raconte des histoires de peur, eh ben on va générer les conditions de la résistance et de l'affrontement et de la confrontation et du chacun pour soi. Donc voilà, c'est aussi face à ça qu'on est aujourd'hui, parce qu'on a affronté ces peurs-là à travers cette crise. Alors, pour remettre tout ça en perspective et un peu en synthèse de ce qu'on vient de dire, c'est que quelques pistes pour le rebond et la transformation des entreprises aujourd'hui, c'est que la qualité de la relation détermine l'impact et la performance, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. La compréhension du processus de résilience nécessite d'abord un regard centré sur les ressources, les compétences et les capacités en soi, chez les autres et dans l'organisation. Et si cette étape est évitée et qu'on se concentre trop vite sur les outils, on va rater une opportunité d'être encore probablement plus puissant que ce qu'on aurait pu mettre en place. Et un dernier sujet sur les valeurs du new normal, parce que tout le monde entend ça parler un peu partout là, en ce moment.
Il faut savoir que ces valeurs du New Normal, elles ont donné lieu à des études. Il y a eu des études mondiales là, qui ont eu lieu récemment, là, où on était plus de plusieurs milliers à répondre à l'évolution des valeurs des collectifs avant, pendant et après la crise. Donc, ces études sont absolument passionnantes et elles permettent de voir que de nouvelles valeurs émergent. Elles n'émergent pas parce que les gens les ont inventées pendant la nuit. Elles émergent parce qu'elles étaient chez nous et que ce sont elles qui parlent dorénavant. Donc c'est pareil, la transformation et le rebond, ça nécessite de revoir un exercice approfondi sur les valeurs que l'on va dorénavant véhiculer et qui répondent aux nouvelles raisons d'agir dans ce monde. Vous savez qu'il y a 3 niveaux fondamentaux de restructuration des stratégies d'entreprise. Il y a la vision, la mission et les valeurs. Bon, eh ben, la mission, ça va être la raison d'être de l'entreprise. Sa vision, ça va être la raison d'agir dans cette nouvelle mission au monde. Et les valeurs, ça va être les nouvelles capacités du collectif à engager ces raisons d'agir. Donc, au niveau de ces 3 dimensions, il est très intéressant de voir que tout un travail en amont doit être fait pour accompagner les collectifs qui ont souffert et rechercher en eux la partie la plus secrète qui, elle, n'a pas souffert, mais qui sera la base du rebond. Et pour remettre tout ce qu'on vous a raconté en perspective, puisqu'il nous reste un petit peu de temps pour échanger avec vous, bon, déjà, on voulait vous remercier pour le parcours qu'on a fait ensemble entre le 3 avril et le 29 mai aujourd'hui, puisque voilà, cette fois-ci, on ne s'est pas trompé dans la date, c'est merveilleux. Donc, on a parlé, vous vous souvenez, de la gestion de crise et du monde VUCA, on a parlé notamment des peurs à cet endroit-là. Ensuite, on est venu sur les équipes et les dirigeants qui sont sous tension face à la crise relationnelle. Et maintenant, on est en train de proposer des pistes de réflexion sur le rebond et la transformation des entreprises dans cette phase critique et la différence qu'il y aura entre celles qui prendront le temps pour le faire et celles qui vont chercher à explorer des moyens nouveaux, mais qui ne seront qu'un véhicule, j'ai envie de dire, d'une intention non suffisamment explorée. Alors, à ce titre, on voulait vous proposer deux questions sur ce partage, parce que certains sont avec nous depuis le début, d'autres sont avec nous depuis aujourd'hui, et c'est super. Mais du coup, soit dans la perspective complète, soit dans ce que vous avez entendu aujourd'hui, de vous donner la parole, alors soit dans le chat, soit directement en mettant vos micros. Je vais rouvrir les micros. Voilà, je propose qu'il y ait peut-être 4 ou 5 personnes qui éventuellement partagent avec nous un témoignage, une idée, une piste complémentaire à ce qu'on a pu proposer et qu'ils le partagent avec l'ensemble du groupe. Mathilde, est-ce que je peux demander un petit cadeau en plus dans la présentation? Oui. Parce que c'est un concept qui m'avait vraiment marqué pendant la formation HEC. Oui. C'est justement, tu sais, pour réussir à transformer une organisation, certes, il faut du coup avoir de la confiance, savoir d'être connecté, d'embarquer un certain nombre de personnes, mais c'est le pourcentage de personnes qui est nécessaire, minimum pour, ou suffisant, on va dire, pour générer une transformation, parce que c'est important pour le dirigeant, avec les personnes qui s'entourent pour engendrer cette transformation. Absolument. En fait, ce sont les travaux de recherche de Margaret Reed, en fait, qui a découvert dans ses travaux que quand on arrive à mobiliser au moins 7% des personnes de l'entreprise, on arrive à initier non pas la transformation, ça ne va pas se jouer aussi facilement, mais c'est un chiffre qui aurait été identifié comme étant significativement mobilisateur. Vous voyez, c'est le fameux pied de biche de notre photo initiale. Les 7%, c'est ça. C'est ce levier qu'il est indispensable de placer sous le caillou ou sous le rocher pour pouvoir activer quelque chose. Donc, ça peut vous donner une idée, en fonction de l'organisation à laquelle vous faites partie, du nombre de personnes qu'il va falloir mobiliser à minima pour commencer à réfléchir ensemble à la manière dont on va s'y prendre. Voilà. Est-ce que ça répond au cadeau bonus? Oui, tout à fait, parce que je trouve que 7% dans une entreprise, ce n'est pas tant que ça, en fait. Exactement. En fait, c'est accessible, c'est réaliste, et un collectif de cette nature bien organisé qui passe par les étapes indispensables arrive à faire des choses assez exceptionnelles. On est bien placé pour en parler du coup, puisque c'est ce qu'on fait avec ces entreprises-là, mais pour le coup, c'est quelque chose qui est mobilisable, c'est activable. Et par rapport à ce que disait Anne, est-ce que c'est justement ces 7%-là qui peuvent être les accompagnants, c'est-à-dire les personnes qui vont faire ce process? Oui, absolument. En fait, on peut regarder un autre modèle qui est un modèle qui est utilisé dans les questions d'adoption de nouvelles technologies notamment, mais ça fonctionne pareil. Donc, on a
on a ce qu'on appelle les early adopters, qui est une petite fraction de la population qui est vraiment extrêmement friande, qui va avoir envie d'y aller, donc qui est friande, en l'occurrence, de transformation, d'essayer des nouvelles choses, etc., ou qui va même être force de proposition. C'est même souvent d'ailleurs des gens qu'on a pas mal réprimés parce qu'ils sont en permanence en train de dire « Oui, mais en fait, on pourrait faire autremment. Hein, » Vous voyez celui-là ou celle-là dans votre entreprise. Ben, écoutez-les parce que eux vont être des forces de changement et allez-y avec eux. Et ce qu'on dit, c'est qu'il vaut mieux commencer avec ces gens-là que de focaliser trop d'attention sur les gens qui résistent. Parce qu'en fait, en focalisant l'attention sur les gens qui résistent, on va s'épuiser. Donc, démarrer avec cela et puis commencer à faire l'effet boule de neige. C'est-à-dire qu'après, il va y avoir les gens qui vont se dire « Ah, mais en fait, je vois l'autre le faire. Ah, c'est peut-être pas si mal. J'y aurais pas pensé, mais j'ai bien envie d'y aller. » Et donc là, on va arriver assez rapidement aux 7%. Et ces 7% vont être une masse suffisante pour que tout à coup, ce qui était le truc vu d'un fou, c'est-à-dire de quelqu'un qui est complètement neuneux et qui va prendre le risque d'être exclu, d'être rejeté, d'être banni, et ben, tout à coup, ça devient la nouvelle norme petit à petit. Et plus on va avancer, plus on va passer à 10%, 12%, 15%, en fait, et plus les gens les plus frileux vont pouvoir se joindre au mouvement parce que la peur d'être rejeté va reculer. On sera dans une nouvelle norme. Alors, je vois que dans le chat, il y a des propositions qui sont faites pour le redémarrage et le rebond, notamment un commentaire qui précise qu'on peut redémarrer avec le CODIR et le management intermédiaire. Donc, c'est clair. Aujourd'hui, la plupart des entreprises qui ont été confrontées à ces situations particulières, pour certaines d'entre elles, ont mis en place des cellules de crise au moment de la crise, mais d'autres ont aussi imaginé des cellules de reprise. C'est-à-dire que déjà, il y a un branding différent qui s'est posé. Certes, la crise, c'est une chose, c'est un temps délimité, mais il y a aussi des cellules de reprise qui elles, peuvent être un peu plus élaborées dans le temps. Et puis, c'est moins anxiogène, une cellule de reprise qu'une cellule de crise. Donc, le comité de direction et les managements intermédiaires, en ce moment, ont des demandes très spécifiques d'accompagnement vraiment sur mesure. Et quand on le met en œuvre, ça fonctionne de manière assez puissante. Ce qu'on a vu aussi à ce sujet-là, c'est que chez certains de nos clients, des COMEX qui se réunissaient au mieux une fois par mois, tout à coup se sont mis à se réunir toutes les semaines. Ouais. En distanciel évidemment, mais donc on resserrait les liens très 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 fortement, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment mis de façon instinctive d'ailleurs en application, voilà, on est sur de la production, mais on est aussi on est ensemble et on est en cohésion et on se voit toutes les semaines, c'est-à-dire qu'on avait des COMEX qui ont changé de fonctionnement complètement et qui d'ailleurs on voit le résultat aujourd'hui des clients en question. En tout cas, ceux qui ont fait ça, ils sont dans le rebond, mais très, très largement. C'est-à-dire qu'ils sont en train de dire, OK, on change complètement notre business model, on est en train d'intégrer un certain nombre de fonctions, etc. Et que c'était des choses qu'on voyait, nous, en signaux faibles dans l'environnement, en se disant, est-ce qu'ils vont y aller, est-ce qu'ils ne vont pas y aller, et qui tout à coup, paf, ils ont franchi la montagne, quoi. Alors, il y a deux remarques intéressantes dans le chat à ce sujet. Une personne donc Carole, qui dit que finalement ça dépend quand même aussi un peu de la culture d'entreprise, cette histoire de il faut démarrer avec le CODIR et le management intermédiaire, c'est vrai, c'est pas forcément l'endroit de démarrage. Quand on pratique un peu l'analyse systémique, on sait que dans certaines entreprises, c'est pas parce qu'on commence par le haut que ça va mieux marcher. D'ailleurs, il y a une personne, Christine de la Croix, qui nous dit que effectivement les personnes de terrain sont incontournables. C'est vrai que tout ça nécessite un savant dosage quand on parle des 7%. Ça nécessite quand même un savant dosage d'association de profils et l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que ce n'est pas les dirigeants qui vont faire le travail et puis qui vont tout créer pour les autres et puis ce n'est pas non plus les gens du terrain qui vont tout agencer à leurs contraintes locales de terrain. Donc c'est forcément une association, c'est forcément un collectif et ça aussi c'est une compétence. Créer ce collectif et le processus, c'est une compétence. À cet égard, pour ceux qui sont intéressés sur la question de comment en fait faire du bottom-up et du top-down, parce qu'en fait la transformation, c'est quelque chose qui va être en fait le fruit de ces deux mouvements, parce que dans notre expérience, on a vécu des choses qui descendaient, des choses qui montaient.
ce qui marche, la seule chose qui marche, c'est quand il y a les deux. Et il y a un modèle que je trouve extrêmement intéressant. Vous pourrez taper, vous trouvez ça dans Google et puis on vous enverra, il y a un papier là-dessus. C'est le modèle du changement émergent de Madeleine Laugerie. Qui explique en fait, donc ça vient de l'analyse transactionnelle, hein, c'est une analyse transactionnelle, donc elle va pas beaucoup parler de contrat, il ne faut pas prendre les choses au premier degré, mais par contre je trouve que c'est extrêmement inspirant dans la façon dont on organise la transformation d'une organisation en prenant en compte justement ce qui vient des collaborateurs et ce qui est la part qui appartient aux dirigeants et comment on travaille en fait la transformation à la rencontre des deux. Donc ça, c'est typiquement des processus qui nécessitent un accompagnement la plupart du temps parce que vu les étapes par lesquelles il faut passer et l'orchestration de tout ça, ce que nous on appelle en coaching des organisations le regard méta, c'est-à-dire que pour les entreprises qui vont avoir à trouver les pistes de rebond, mobiliser les collectifs, remotiver les gens. Tout à l'heure, certaines personnes parlaient de motivation et d'engagement. Il est clair que sans accompagnement, c'est également très difficile. Alors, il nous reste, on va passer plein de choses aussi, très riches. Je regarde juste le temps pour essayer de respecter le contrat, justement, le pacte des 14 heures. Voilà, il nous reste quelques minutes peut-être pour conclure. Ce qui nous est partagé est vraiment très, très riche. Hein. Garder un lien proche avec les représentants du personnel. Juste avant qu'on conclue, Mathilde, quand même, je pense que ça c'est important. Utiliser le vécu du travail pendant le confinement en tremplin comme nouvelle base, c'est absolument fondamental. C'est une demande qu'on a chez beaucoup de clients, c'est-à-dire comment on fait pour ancrer, intégrer ce qu'on a inventé de façon un peu spontanée parce qu'on s'est réorganisé très rapidement face à la crise et comment on fait pour ne pas revenir en fait en arrière. Donc ça, il y a des façons de faire, ça s'accompagne, ça se facilite aussi, mais je pense que c'est une vraie question que pour certains vous allez trouver votre chemin à vous-même, mais en tout cas restez avec cette question, accrochez-vous-y parce que vous avez certainement inventé spontanément beaucoup de choses qui vous auraient pris des années à faire s'il n'y avait pas eu cette crise. Donc allez chercher l'or qui est là. Et Mathilde, voilà. Et ben, c'est le mot de la fin, c'est aller chercher l'or qui est là. Donc, on vous remercie beaucoup. Merci de nous avoir écoutés pendant ces 3 webinaires. On vous souhaite beaucoup de courage et de confiance, en fait, hein, pendant les étapes qui s'annoncent. Vous savez où nous trouver, donc il n'y a pas de problème. Mais surtout, prenez soin de vous et de du nouveau chemin qui se dessine pour la plupart d'entre vous tous. Merci beaucoup pour vos participations. Merci à tous et nous transmettrons évidemment les coordonnées de Mathilde et Anne à chacun d'entre vous hein, avec la présentation. Voilà, merci. J'ai mis le modèle du changement émergent dans le chat. Super, bravo. Merci.